Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'inversion des valeurs comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club de Géopolitique Profonde. Là, j'ai le numéro de décembre, le numéro de janvier arrive, mais celui de décembre est vraiment... excellent, avec des articles de Gérard Chevrier, Jean-Michel Vernochet, etc. etc. Vous adhérez au club. Déjà, 1600 personnes y ont adhéré. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous avez 7 jours d'essai gratuit. Il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. Je reçois Claire Divisio et Fabrice Divisio. Claire, c'est un peu le baptême de l'air aujourd'hui, non? Oui, absolument. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir là en plateau. D'habitude, vous êtes toujours en coulisses. Oui, c'est pour ça que j'ai fait une formation normalement de cadreur-monteur. Je suis plutôt derrière la caméra, moi. Il faudra qu'on vous embauche à la place du technicien qu'on a là, qui fait que râler. Il dit tout le temps des trucs. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Voilà, on va l'embaucher très vite. C'est vrai qu'il râle beaucoup. Il râle, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais je comprends pas pourquoi il râle comme ça. Il râle pas comme ça chez vous à TPMP? Non, alors que lui, il râle tout le temps. Ah ouais, ça c'est pas possible ça. Ouais. Un vrai cégétiste. C'est clair. Je sais pas où on l'a trouvé. Bon, on va parler inversion des valeurs. Enfin, on va parler de valeurs. Pourquoi je voulais parler de valeurs? Bon, déjà parce que vous êtes... Et alors moi, je peux présenter. Hein? Moi, on me présente pas. Monsieur Maître Divisio, tout le monde vous connaît. Pourquoi j'ai voulu parler de valeurs? Parce que sur nos chaînes alternatives, on parle souvent d'économie, de souveraineté, Frexit, machin, bon, ça c'est très bien. Mais on ne parle pas beaucoup de ces valeurs, de cette société dans laquelle on veut vivre. Et on voit que depuis la fin de la crise sanitaire, il y a une accélération vers un nouveau modèle de société. Alors vous, pour le coup, à Droite Parole, vous en parlez, votre chaîne YouTube. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir tous les deux en plateau pour justement avoir cette discussion ensemble. Ouais, je crois qu'effectivement, il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que il y a une question que vous avez posée incidemment, c'est dans quelle société on veut vivre. On se pose beaucoup la question de savoir comment on veut y vivre, mais on ne se pose pas vraiment la question de quelle société on veut, de qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, et fondamentalement, on s'intéresse beaucoup à l'écologie, par exemple, etc. Mais déjà, quand on en est là, on a fait un pas de trop, finalement. En premier lieu, qu'est-ce qu'on veut fonder? Moi, il y a quand même un truc dont on ne parle pas. Il y a à Paris, c'est notoire depuis maintenant des décennies, un mariage sur 2 finit en divorce. On a vu s'installer progressivement un délitement de l'engagement. On a vu s'installer progressivement une augmentation, et sinon une augmentation, en tout cas une stabilisation, mais même une courbe croissante de l'avortement. Indépendamment du plan, si vous voulez, strictement éthique et religieux, on peut s'interroger sur quelle société on est en train de construire lorsque on parle de l'euthanasie, on a une IVG qui donc augmente et qu'on a droit à la vie qui n'est plus consacrée, et on a un couple sur 2 qui finit en divorce à Paris, un couple sur 3 ailleurs. On voit bien qu'on traverse une crise sociétale, mais on traverse une crise morale majeure. Et on s'interroge dès lors, sur le point de savoir si ce mot « moral », est-ce que c'est pas celui-là qu'il faudrait avoir comme programme politique? Est-ce que finalement, on ne devrait pas revenir à un fondement politique qu'est la morale? Est-ce que c'est encore permis de parler de morale? Si la réponse est non, on est tous dans la merde. Et si la réponse est oui, alors il faut qu'on ait une morale commune et universelle. Et il faut s'interroger sur quel est son fondement. Aujourd'hui, la réponse, chère Claire, j'ai l'impression qu'elle est non. Sur est-ce que l'on veut une morale commune? Oh, surtout pas. C'est un gros mot, la morale, maintenant. Tu parlais de un couple sur 2 qui divorce, mais encore faut-il pour ça se marier. Je ne sais pas quelles seraient les statistiques si on prenait les couples en général, savoir ceux qui se séparent au bout des 3 ans fatidiques. Ça se compte même plus, en fait. Et la morale, c'est un gros mot maintenant. On ne peut plus parler d'avoir des valeurs, d'éduquer ses enfants avec certaines valeurs. C'est dépassé, on est ringard. Il y a un aspect là-dessus, on a reçu Jean-Marie Bigard, nous, sur la chaîne, qui a raconté un peu, la façon dont il a été élevé, a raconté le pardon qu'il a donné à l'assassin de son père, dans cette interview. Et ce qui était intéressant, il a dit un truc à un moment donné, il a dit
en fait, nous, on a été, moi, enfin mes frères et moi, quoi, on a été élevés vers le bien. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire, on élève des enfants vers le bien. Est-ce que c'est encore quelque chose qui nous soucie d'élever des enfants vers le bien? Ce qui va devoir nous interroger sur un point, c'est qu'est-ce que le bien? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le mal devient le bien. Bah, en même temps, quand tu es enseignant et qu'on te dit que l'élève doit découvrir en lui-même, grâce à lui-même, son savoir, organiser lui-même, ne rien recevoir en fait de l'enseignant, on se demande bien même à quoi il sert finalement. Mais l'enfant, il ne peut pas découvrir tout par lui-même. Il a besoin qu'on lui dise, qu'on lui apprenne, qu'il ait un maître. Cette espèce, avoir un maître maintenant, c'est un gros mot. On ne peut plus avoir des maîtres. Les maîtres, c'est pas. C'est-à-dire quoi, le gros mot, c'est l'autorité, c'est quoi? Oui. On ne peut plus avoir d'autorité. Il y a maintenant, je ne suis pas pour les punitions corporelles, mais tout est interdit. Même de dire à son enfant tu as tort, ça va bientôt être interdit. Il ne peut pas avoir tort, puisque. Je trouve que ça ne va pas être interdit, c'est déjà interdit de fait. C'est interdit de fait, et c'est un des gros problèmes, c'est qu'effectivement, l'enfant roi qu'on a créé de toutes pièces, il a aussi engendré des générations d'adultes de tarés. Il faut qu'on soit clair, on est dans une société de tarés. On appelle une inversion des valeurs. Il y a une petite anecdote là, dans le magazine là, Je Petite Profonde. Il y a un article qu'il faut absolument lire, lequel, ouais. qui est exceptionnel sur l'auto-érotisme là, des enfants, où c'est un truc exceptionnel. De Marion Sigaud. Ouais, alors, je raconte en 2 mots l'article parce que je crois qu'il est au cœur du truc. C'est à la suite d'une émission ici d'ailleurs. Elle avait apparemment, elle dénonçait l'hypersexualisation des enfants et elle était confrontée à un psychologue lequel a parlé de l'auto-érotisme des enfants dès la crèche. Et un peu surprise par cette notion, comprenant pas bien ce qu'elle veut dire, elle indique qu'elle est allée à la suite de ça lui demander mais vous fondez ça sur quoi? Et le type très magnanimement, si je puis dire, lui a dit sur un film, petit film, machin, j'ai plus le nom en tête, mais il était par le CNRS. Curieuse, elle est allée voir le film. Alors, je vais découvrir des trucs sur la masturbation, sur cet auto-érotisme dont il parle. Et elle dit, c'est assez révélateur, ce film ne montre rien. Rien. Mais en fait, les commentaires, le commentateur, lui, te dit ce que tu dois avoir. Il y a ce que tu vois, et il y a ce que le commentateur, lui, te dit que tu dois avoir, parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. Et en fait, là, tous les gestes de ces enfants, ces bambins qui sont même en crèche, quoi, qui sont anodins, sont sexualisés pour le commentateur, et il leur donne une connotation donc sexuelle. Et elle dit, vous voyez bien qu'il y a un problème. On est en train de vous expliquer ce que vous devez percevoir et comment vous devez voir ce que vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que, au fond, ça dénote et ça connote quelque chose qui est le fait qu'on a détaché, on a banni l'idée de morale commune, donc qui fondait, pour lui substituer autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, la nature a horreur du vide. On a remplacé une morale commune et qui visait finalement à avoir un ordre dans les choses, avec l'enfant au-dessous des parents, avec une sexualité qui était au service finalement d'un épanouissement collectif, et personnel et collectif. On est passé de ça à autre chose, et cette autre chose, il vise juste à détruire. En fait, là, ce qu'elle explique dans cet article, c'est que le but, il est clairement de détruire. On a remplacé le bien par le mal, à part qu'on vient effectivement expliquer que ce mal, comme c'est hyper tendance et hyper progressiste, est nommé bien. Justement, chère Claire, moi j'ai l'impression que les enfants et la sexualité liée aux enfants, c'est la prochaine étape de la part des institutions, de l'État, etc. De toute manière, nos enfants ne nous appartiennent plus, on l'a bien compris ça. Ils sont faits, presque on est des machines à créer pour l'État. Ils sont scolarisés de plus en plus tôt. Les enfants, les parents n'ont plus le droit de décider de l'école de leurs enfants, s'ils veulent faire l'école à la maison, s'ils veulent... nous, on a eu cette expérience de faire l'école à la maison, pas du tout
on n'était pas parti pour faire ça. C'est parce qu'on a un enfant qui a eu des problèmes de dyspraxie. Et l'école, l'enseignant n'avait pas le temps, avec 30 gamins, de s'occuper de notre enfant et de son problème spécifique. Et c'est l'inspecteur d'académie qui, sachant que moi j'avais eu une formation en premier d'instit, qui m'a dit « mais si vous pouvez, mais prenez-le chez vous ». Et c'est vrai qu'il a fait vraiment un bond dans ses apprentissages, parce que moi j'ai dû le reprendre. Il était en CE2, cet enfant, à cette époque-là, et on a recommencé à faire des lignes, et des lignes de lettres, de ronds, de traits, parce qu'à chaque fois qu'il avait un problème, une interrogation écrite, dès qu'on passait à l'écrit, il y avait un problème pour lui, et il se braquait. C'est pas qu'il était bête, c'est qu'il y avait ce problème-là à résoudre. Et il y a plein de raisons pour lesquelles les parents peuvent avoir besoin de déscolariser un enfant pour faire école à la maison à un moment. Mais non, ils n'ont plus le droit parce que l'enfant ne leur appartient plus. C'est plus leur enfant. Quoi, c'est l'enfant de l'État? Oui. Le propriétaire. En gros, le père et la mère, c'est l'État. Oui, et Claire dit quelque chose d'intéressant. On pourrait prolonger. En tant que les enfants ne s'appartiennent plus. C'est un premier point sur l'inversion des valeurs. L'enfance, on sait bien que l'enfance, c'est l'innocence. Et le premier éducateur, c'est le parent. C'est-à-dire qu'en fait, l'instruction publique, c'est l'école qui le fait, mais l'éducation, c'est les parents. Oui, mais c'est l'éducation nationale, c'est plus l'instruction Et nationale. c'est tout le problème. C'est plus l'instruction publique, c'est l'éducation nationale. Et le problème, c'est qu'en fait, on est allé tirer le fil jusqu'au bout, puisque les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont aujourd'hui dépossédés de cette possibilité, et on dit non, attendez, vous pouvez les éduquer si vous voulez, mais attention, parce que la scolarité, c'est nous. Mais la scolarité, elle va avec l'éducation, puisque on a peur, finalement, que les parents... Quel est l'argument carrément? Parce que quelle est la raison pour laquelle on a fait ça? Ah oui, mais c'est pour lutter contre le communautarisme. Mais c'est débile. Je veux dire, c'est débile. Donc, finalement, la société, la première communauté, c'est la famille. Sauf que la notion de communauté, elle n'est pas un gros mot, la notion de communauté. Et donc on vient remplacer la première communauté qui est la famille par l'État, qui est une espèce de truc un peu informe, dont on ne sait pas très bien à quoi il correspond. Vous savez très bien que la République ne reconnaît pas les communautés, même la communauté familiale. Non seulement la République ne reconnaît pas la communauté familiale, mais la République s'est arrangée pour que la famille, en fait, soit complètement disloquée. Vous ne restaurerez jamais de valeur dans une société si vous ne restaurez pas la famille. Et donc, plutôt que d'aider les parents à éduquer leurs enfants parce qu'on conçoit aisément que ce ne soit pas évident, plutôt que d'aider les parents, plutôt qu'effectivement essayer de leur inculquer précisément un sens des valeurs, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire non, écoutez, vous n'êtes pas capable, d'accord? Vous allez bosser 10 heures par jour pour payer les voitures et les augmentations des députés et ministres, mais effectivement, vos enfants, on s'en occupe. Non, mais en plus, avec le travail des deux parents, maintenant, ce qui a été mis en place, c'est les assistantes maternelles. Parce qu'il n'y a plus assez de place en crèche, donc on va payer une assistante maternelle. Et vous pouvez déduire de vos impôts le salaire de l'assistante maternelle. Mais si la maman décide de rester à la maison, on ne peut pas déduire de ses impôts le salaire de l'assistante maternelle qu'elle est finalement. C'est aussi tout ça qui incite... on n'aide pas les gens à être parents. On ne veut pas les aider à être parents. Et vous ne restaurerez rien dans une société si vous ne restaurez pas la parentalité et avec elle la famille. Et après, les profs se plaignent qu'ils doivent faire de la garderie en classe parce que les enfants n'ont aucun sens de la discipline, je reste à ma place et j'écoute le prof quand il parle, je ne l'interromps pas tout le temps. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'éducation. Alors, ils se plaignent que les enfants ne sont pas éduqués, mais en même temps, on ne donne pas aux parents les moyens d'éduquer leurs enfants. Et en même temps, c'est intéressant, parce que, et en même temps, on dit c'est pas le boulot du prof. Oui, mais alors, si tu laisses pas les parents le faire, si tu n'aides pas les parents à le faire, qui va le faire? Et je croyais qu'il fallait scolariser les enfants précisément pour ça. On tourne en rond, en fait. On tourne en rond, et il y a, en fait, derrière, soyons honnêtes, il y a une volonté, c'est de tuer
le christianisme et le catholicisme en particulier. Justement, on va en parler. Hier, sur les 10 ans de Charlie Hebdo, j'ai entendu parler des valeurs de la République. C'est quoi les valeurs pour vous? Non, c'est pas ça la question. Les valeurs de la République. La question, c'est pas ça. Mais moi je vous pose cette question. Qu'est-ce que c'est la République d'abord? Alors, qu'est-ce que c'est et quelles sont les valeurs? C'est qui la République? Moi, je connais pas la République. Parce que moi, je voudrais qu'on puisse comparer, justement, les valeurs de cette fameuse République. Et vous avez parlé de la chrétienté qu'on essaye de se débarrasser et les valeurs de la chrétienté. C'est très clair. Les valeurs de la République, il faut, en théorie, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ça, je m'excuse, mais c'est une liberté républicaine, une égalité républicaine et une fraternité républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, la République, c'est une secte. Pour faire simple, si vous regardez, on n'arrête pas de dire « Non mais vous appartenez... » Regardez le fameux arc républicain, là, en ce moment, entre la France Insoumise. Alors tantôt, la France Insoumise est dedans, tantôt c'est le RN qui est dedans, qui n'est plus dedans, enfin, on chasse les gens, c'est une secte. Casse-toi, tu putes, t'es plus de ma bande. On a une secte républicaine. Et puis parce que, d'ailleurs c'est très intéressant, parce que vous avez une peine d'inéligibilité, n'appartenez plus à la République, et une peine de privation de droits civiques, civils et de famille. Mais civiques, intéressant, donc la secte républicaine. De l'autre, vous avez une religion dont la particularité a été de dire, en tout temps et en tout lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc l'amour de soi comme préalable à l'amour de l'autre. Or, on est quand même dans une société où on a une détestation de soi qui, je crois, a rarement été égalée dans l'histoire. Quand on voit le taux d'anxiolytiques qu'on consomme. 2, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc on a comme valeur fondamentale de l'amour l'oblation. Et qui, vient prêcher, si je puis dire, un Messie crucifié. Il faut pas passer trop vite là-dessus. Sur ce que ça incarne en termes de valeur. Ça incarne l'amour jusqu'au bout. Et c'est qui, ce Messie crucifié? C'est le type qui, pour montrer comment on aime, se fait serviteur et lave les pieds de ses disciples. Pardon, mais si on commençait par ça pour reconstruire... Et se sacrifie pour le monde. Et se sacrifie.